Mais voilà, on peut commencer la réunion de ce midi, où le docteur Lapaille, fin de formation d'une des branches de la médecine interne, va nous présenter le cas d'une patiente. Et bon, j'aurai l'occasion d'intervenir, qu'on m'adresse parce qu'on lui a trouvé une hydronéphrose un peu par hasard. On lui a mis une sonde en double J. Il n'y avait toujours pas de prise de sang faite au moment où je la vois. Mais en l'espace de 48 heures, hein, je vous rassure. À toi. Ne dites pas le diagnostic tout de suite. Non, ah non, non, le diagnostic. Donc, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. C'est mon premier grand tour. D'habitude, c'est la com métastatique, donc j'ai pas souvent l'occasion d'être là. Mais c'est un plaisir de pouvoir parler devant vous aujourd'hui. Donc, comme le professeur Kogan l'a dit, je suis Louis Lapaille. Je suis ici depuis 6 mois. J'ai fait ma formation à Liège et c'est un plaisir de travailler dans cet hôpital depuis 6 mois. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, mais voilà, c'est moi. C'est bien. Tu n'as pas dit en quoi tu étais en formation. En oncologie. OK. Je pensais que vous OK. l'aviez dit. Ah non, vous aviez fait un teaser. Donc oui, une branche de la médecine interne qui est effectivement OK. l'oncologie et je suis en 5e année. Il me reste 1 an et demi. Enfin. Donc je vais vous présenter le cas d'une patiente de 70 ans, retraitée mais très active. La liste des antécédents personnels a l'air fort longue, mais je voudrais juste m'attarder sur quelques points importants. Le plus gros antécédent de la patiente, c'est en fait une DPC en 2007 pour un cystadénome pancréatique qui était parfaitement bénin avec un suivi sans particularité. Elle en garde un état d'insuffisance pancréatique exocrine avec un transit parfois un petit peu difficile avec des selles plus grasses. Le reste sont des antécédents banals, HTA, hypercholestérolémie, tout ça est traité. Elle a aussi une kyphoscoliosis, des douleurs dorsales qui sont assez chroniques. D'un point de vue familial, les antécédents sont chargés, les antécédents de cancer du sein et cancer de l'ovaire dans sa famille, sans qu'aucune enquête génétique n'ait été réalisée. C'est une patiente qui a été en ménarche à un âge assez précoce, 10 ans, et qui est bien sûr ménopausée à l'âge de 70 ans. Peut-être juste un micro-mot par rapport à la DPC de 2007. Bon, moi, j'avais revu le dossier en détail par rapport à cette affaire-là. Et en fait, bon, les collègues qui l'avaient opéré à l'époque avaient été fort inquiets parce que à la ponction de ce kyste, il y avait un taux de CEA vraiment extrêmement important, dans un range qui faisait craindre effectivement une lésion néoplasique. Mais au final, on est en réexaminé les coupes de l'époque, les protocoles de l'époque, effectivement, c'était bénin. C'est pour Euh, ça qu'elle avait une voilà. DPC d'ailleurs, Ouais. j'imagine. Alors, notre patiente active est en fait en grande forme. Elle se plaint depuis octobre 2024 de douleurs dorsales qu'elle avait déjà, mais qui sont en majoration. C'est dans ce cadre-là qu'elle rencontre un physiothérapeute qui l'adresse à l'école du dos. Ça allège un petit peu ses douleurs, mais elles sont quand même assez persistantes. Et puis, sur les 2, 3 mois qui suivent, on arrive en décembre 2024, elle développe des troubles digestifs peu spécifiques, une lourdeur épigastrique postprandiale, il y a pas de nausée, il n'y a pas de vomissement. Son transit reste à ce moment-là correct. Donc, elle a adressé en gastroentérologie. Évidemment, une gastroscopie est réalisée. D'un point de vue macroscopique et au biopsie, il n'y a rien de particulier, une petite gastrite, mais vraiment pas très importante. L'hélicobactère est négatif. Bon, vu les plaintes et la gastroscopie négative, elle a adressé pour une échographie abdominale qui retrouve une toute petite lame d'acide, mais c'est vraiment pas ça qui prédomine à l'échographie. Ce qui prédomine, c'est une hydronéphrose qui, à l'écho, est décrite surtout à droite. En fait, à l'écho, il n'y a pas d'hydronéphrose bilatérale, mais il y a une grosse hydronéphrose droite. C'est pour ça qu'elle est évidemment adressée en urologie pour un bilan d'hydronéphrose. Alors, l'urologue l'examine, il n'a pas grand-chose à signaler à son examen clinique. À la prise de sang, il n'y a pas d'altération de la fonction rénale. Et donc, il lui propose de lui faire un scanner des voies urinaires, un scanner non injecté, qui confirme l'hydronéphrose bilatérale, mais prédominant à droite, comme je l'ai dit juste avant. Et sur le scanner, il n'y a pas de moyen de diagnostiquer l'étiologie de cette hydronéphrose. Il n'y a pas de lithiase.
Les urtères semblent corrects, bien que dilatés, plutôt dans leur partie proximale. Alors, c'est à ce moment-là que l'urologue a quand même le nez fin et propose de lui faire passer une IRM abdominale. Et à l'IRM, la qualité n'est pas extraordinaire. C'était fait sur un autre site. On voit en fait, je vais prendre ça. Il avait eu l'occasion, vu cette dilatation majeure, de déjà lui placer une sonde JJ qu'on remarque. Et ici, au niveau pelvien, on voit une infiltration un peu hétérogène qui prend le contraste et qui engaine complètement l'urtère dans lequel la sonde JJ a été placée. Euh, à ce moment-là, le radiologue décrit un aspect évocateur et assez typique de fibrose rétropéritonéale. Et je pense que le docteur Kogan voudrait vous toucher un petit mot sur cette entité nosologique. Euh, oui, mais donc, pour, pour- pour se ramener un paquet d'années en arrière, donc la fibrose rétropéritonéale a été décrite par Ormond. Et à l'époque, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas d'écho. Et comment est-ce qu'on faisait un diagnostic de fibrose rétropéritonéale, dite à l'époque idiopathique? C'était une urographie intraveineuse, bon, ce qui était un petit peu moyen si le patient était déjà en insuffisance rénale. Et un des points qui était assez typique à l'urographie intraveineuse, c'est qu'on voyait que les urtères enserrés dans cette fibrose se rapprochaient de la ligne médiane, en particulier au niveau du promontoire. Et donc, ça faisait en fait ce qui permettait de faire la distinction entre une compression extrinsèque, par exemple, par des adénopathies rétropéritonéales, où dans ce cas-là, les urtères étaient écartés. Et c'était considéré comme idiopathique, même s'il y avait un certain nombre de maladies auto-immunes qui avaient déjà été évoquées. Euh, et puis, le traitement de cette affaire, c'était mettre de la cortisone. Je me souviens comme ça d'un cas qu'on a publié dans les archives de l'Internal Médecine, du temps où les commissions d'éthique n'existaient pas. Et donc, c'était un patient un peu obèse qui a été mis sous cortisone et effet secondaire moyen. Je me suis dit, ah, pourquoi pas mettre de l'imurant? Bon, c'est immuno, ce truc-là. Et donc, ici, vous devriez mettre de l'imurant non indiqué dans cette condition-là. C'est 4 mois de commission d'éthique, hein. Le malade, on ne sait pas où il est à ce moment-là. À l'époque, c'était facile. On allait voir le chef de service. On dit, écoutez, monsieur, voilà ce que je compte faire. Est-ce que vous pensez que je peux faire ça? Mais bien sûr. Et voilà. Et donc, j'avais reçu de l'imurant, on avait publié, ça avait bien fonctionné. Alors, par la suite, dans l'évolution du concept, l'étape suivante, ça a été de constater que un bon nombre de fibroses rétropéritonéales étaient associées à des maladies athéromateuses de l'aorte et en mettant en jeu des anticorps anti-LDL oxydés qui étaient responsables de cela. Et donc, il fallait se méfier. Donc, le message, si on a un anévrisme de l'aorte, attention, ce n'est pas l'anévrisme qui comprime nécessairement, c'est une réaction inflammatoire périanévrismale. Et donc, on a commencé chez les patients âgés à dire, attends, ben voilà, ici, pas de souci, pas trop de cortisone, et tout, tout ça va ça bien s'arranger. Et puis, l'étape suivante a été la découverte des maladies IgG4, et donc maintenant, fibrose rétropéritonéale, avec des urtères qui sont vraiment bien mises dans le processus fibrotique, c'est de regarder IgG4. Voilà un petit peu l'évolution des concepts. Et donc, moi, quand je vois cette patiente, je me dis, bon, ben voilà, quoi, une maladie IgG4, on va quand même faire une prise de sang avant de la voir. Et puis voilà. Et c'est comme ça que je reçois la patiente avec déjà une prise de sang et un PET scan qui d'emblée. Donc finalement, elle a eu son PET scan, sa prise de sang avant que je la voie. Donc on ne savait pas si sa fonction rénale était bonne ou pas, quoi. Donc je la vois déjà avec quelque chose quasi en main. Moi? Mais oui, écoute, j'ai téléphoné pour un PET scan en urgence. De toute façon, le PET scan devait être fait. Autant que je la vois avec le PET scan, c'était plus facile. Effectivement. Euh, je veux juste revenir une toute petite minute sur nos patientes, comme on vient de l'expliquer.
la patiente arrive en consultation de médecine interne, à ce moment-là, la situation devient quand même de plus en plus préoccupante. Aux douleurs dorsales, à l'inconfort abdominal, s'ajoute maintenant de la constipation et une perte de poids en fait de 4 kilos sur 3 mois. Et les douleurs sont vraiment insomniantes et difficilement contrôlables. Donc effectivement, avec ces symptômes-là, je pense qu'un PET scanner était effectivement justifié. D'autant plus que si on s'attarde encore 2 petites secondes sur la fibrose rétropéritonéale, je ne vais pas revenir sur toute la discussion physiopathologique qui vient d'être expliquée, mais juste attirer votre attention sur ce concept d'idiopathique, quoique en fait dans ce pool de fibrose rétropénale idiopathique, on remarque que près de 50% sont liés à la maladie à IgG4, qui est vraiment une maladie particulière, mais surtout m'attarder sur les causes secondaires, ou plutôt les causes qui donnent une fibrose rétropénale secondaire. Il y a les antécédents de grosse chirurgie. Bon, la patiente avait une chirurgie, mais c'était beaucoup plus haut que la région qui est concernée. De la radiothérapie, ce qui n'était pas son cas. Certains médicaments, des infections, c'est important de le savoir, mais aussi, je vais bientôt devenir oncologue, des cancers. Et donc ça, c'est ça qui nous intéressera aujourd'hui. Euh, Cette maladie, elle se développe plus ou moins rapidement, mais le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic va jusqu'à 1 an. Il peut y avoir une errance diagnostique parce que les symptômes ne sont pas du tout spécifiques, peuvent être variables dans le temps. Euh, une fois que la maladie s'installe vraiment et qu'elle commence à poser problème sur les structures adjacentes, ben, la symptomatologie peut être un petit peu plus bruyante, peut y avoir des symptômes généraux, c'est une maladie inflammatoire, donc il peut y avoir une anorexie, perte de poids, parfois de la fièvre, une altération finalement de l'état général. Les douleurs sont souvent lombaires et abdominales. L'hydronéphrose, mais ça c'est l'engaînement des urtères comme on vient de le montrer, plus ou moins insuffisance rénale. Ça dépend un petit peu de la qualité des reins de la patiente. Et alors, par l'engaînement des structures vasculaires, l'apparition d'œdèmes ou encore de phénomènes thromboemboliques. À la prise de sang, il faut faire une prise de sang, évidemment. Il n'y a rien de spécifique, mais ça va permettre un peu d'orienter le diagnostic et d'un peu voir aussi les répercussions de cette fibrose rétropéritonéale. Enfin, un bilan auto-immun, je dirais, général. Un typage, parce que dans les cancers qui peuvent donner cet état de fibrose rétropéritonéale, il y a des lymphomes, il y a aussi des sarcomes, il y a des cancers digestifs, estomac et côlon notamment. Euh, et le dosage des IgG4 dans le cadre de la maladie à IgG4. En termes d'imagerie, c'est vraiment ça qui permet finalement le diagnostic. C'est le scanner et ou l'IRM. L'aspect est assez typique avec ces urtères qui se rapprochent de la ligne médiale, effectivement, et une zone qui est irrégulière, inflammatoire et souvent au niveau de l'aorte sous-rénale. Le PET scanner, ben, ça permet pas le diagnostic, mais ça permet de discuter des diagnostics différentiels. Ça peut capter par l'état inflammatoire, mais ça nous permettra surtout de rechercher des zones qui ont l'air de correspondre à un foyer infectieux ou bien à une néoplasie. La biopsie, elle n'est pas nécessaire dans le diagnostic de la fibrose rétropéritonéale, mais elle peut aider s'il n'y a que cet endroit-là qui pose problème, qu'on voit rien d'autre à l'imagerie et qu'on suspecte quand même une origine néoplasique. On peut aller faire des biopsies. Le rendement n'est pas toujours excellent. La spécificité non plus en fonction des zones qu'on va biopsier. Et la technique peut être aussi risquée vu la région concernée. Donc, cette patiente, ben, elle a eu l'ensemble du bilan, comme le docteur Coogan vient de vous le dire. La prise de sang, il y avait un petit syndrome inflammatoire, mais je pense qu'elle a été faite, cette prise de sang-là, après la pause des sondes Gigi. Il peut toujours y avoir un peu d'inflammation. La créatine est dans les limites de la normale, un tout petit peu trop élevée. Le typage est normal, le bilan auto-immun et les IgG4 normaux. Et par contre, là aussi, vous avez eu une fin, il y a eu un dosage des marqueurs tumoraux. C'est une dame qui n'a pas de plainte au niveau mammaire, mais vu les plaintes générales, il y a eu un dosage de plusieurs marqueurs. Je ne les ai pas tous notés parce qu'ils étaient légèrement perturbés, mais avec une maladie abdominale, ils peuvent être perturbés. Mais par contre, le CA15-3 est largement au-dessus de la norme, presque à 10 fois. Et cela confirme encore l'indication du PET scanner chez cette patiente. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, et je pense que par ailleurs, il me semble qu'elle avait eu, dans les semaines, ou en tout cas récemment,
une évaluation Exactement. mammaire qui avait été Oui. considérée comme banale. Oui, oui. C'est une dame qui est en forme et qui fait bien son dépistage. Donc, elle va chaque année faire sa mammographie. Et je pense que sa dernière mammo date de septembre ou octobre 2024. Donc, finalement, juste avant que ces symptômes-là commencent. Et elle a aussi fait une colono de dépistage, je pense, en 2023, qui était normale. Euh, c'est une dame qui est consciente de sa santé et qui fait bien son dépistage. Mais on n'a rien remarqué de particulier. Alors, le PET scanner, faut pas tout relire, je vais montrer les images juste après, mais il est en fait pas très très parlant. On nous dit que la région rétropéritonéale, il y a des plages de fibrose au scanner, mais il n'y a pas d'hypermétabolisme. L'épaississement colique, j'en parle pas parce qu'elle a eu une colono il y a 1 an et ça peut rentrer dans le contexte de son diagnostic, vous verrez juste après. Par contre, il y a plein de petites lésions ostéocondensantes au niveau du squelette axial et périphérique, mais à nouveau, c'est plutôt sclérotique, il n'y a pas d'hypermétabolisme, donc c'est pas alors, c'est suspect, évidemment, c'est les lésions ostéocondensantes, mais ce n'est pas l'hypermétabolisme qu'on peut voir dans des cancers avec carcinomatose osseuse. Et alors, au niveau mammaire, il y a une petite plage de 1 cm qui prend un tout petit peu le FDG, mais c'est des SUV à 2, donc ce n'est pas très spécifique et c'est décrit comme fibroadénome, point d'interrogation. Cette patiente, elle a des plaintes surtout abdominales, elle a un CA15-3 presque à 10 fois la norme. Elle a des antécédents familiaux chargés et donc on l'adresse évidemment pour un bilan sénologique. Les images de PET scanner, vous voyez, il y a ce petit nodule là qui capte, mais le SUV, comme je disais, est très faible. Et il y a quand même la région axillaire aussi qui est trouble, floue, un peu hypermétabolique comparé à la région axillaire gauche, qui reste quand même suspect vu le contexte. Et donc, à l'écho, on parvient à mettre en évidence une petite zone qui n'est pas une masse, c'est vraiment une petite zone de distorsion au niveau rétro-aérolaire droit qui fait seulement 11 mm, qu'on biopsie et qui nous donne le diagnostic définitif, un adénocarcinome lobulaire invasif au niveau de son sein droit. C'est une tumeur qui est de bas grade, hormonosensible. Le KI67, je ne l'ai pas retrouvé dans la napate, mais en général, il est plutôt bas quand c'est des tumeurs comme ça de bas grade et hormonosensibles. Alors, euh, le cancer du sein lobulaire, vous le voyez, ça se présente, en tout cas dans ce cas-là, et dans pas mal de cas finalement, un peu différemment des autres cancers du sein qu'on a l'habitude de voir et des autres cancers du sein métastatiques qu'on a l'habitude de voir. Ça représente en fait à peu près 15% de tous les cancers du sein. C'est le deuxième euh, sous-type histologique le plus fréquent, les autres étant les NST, qui sont la grande majorité des cancers du sein. On a l'impression que l'incidence ces 20 dernières années a augmenté. Les hypothèses, c'est une meilleure performance dans le diagnostic, mais aussi une utilisation plus importante des traitements hormonaux substitutifs dans la post-ménopause. Ce sont des tumeurs qui sont très hormonosensibles, on va y revenir. Alors, elles se développent, ces cellules cancéreuses, au sein des glandes qui produisent le lait maternel. Ce sont des adénocarcinomes. Et il y a une petite particularité qui va d'ailleurs finalement expliquer l'ensemble je vais dire, de l'histoire clinique de ces cancers lobulaires. C'est une perte d'expression du gène CDH1 qui est soit liée à une mutation somatique, donc au sein de la cellule cancéreuse, soit par méthylation, et qui donne en fait une perte d'une protéine d'adhésion cellulaire qu'on appelle la eukadérine. On le voit ici à l'immunohistochimie, il n'y a rien qui marque l'eukadérine. On remarque ici au niveau de cette coupe de cancer du sein lobulaire, en fait des cellules qui sont décrites comme étant en file indienne, qui ont tendance à ne pas se conglomérer en amas cellulaires, qui sont un peu diffuses, qui vont dans le conjonctif, qui vont dans le stroma. C'est des cellules qui ont en général des tumeurs qui ont plutôt un bas grade avec un indice de prolifération qui est faible et qui sont très hormonosensibles. Probablement que, comme pour ces tumeurs hormonosensibles, les facteurs de risque, c'est une ménarche qui est précoce et une exposition durant la vie aux œstrogènes qui est plus importante. Euh, euh, je rappelle que cette patiente est entrée en ménarche à 10 ans et qu'elle prenait un traitement hormonal substitutif. Je pense que dans les deux médicaments qu'elle prenait, il y en a un qui était local et l'autre qui était systémique. Elle peut rentrer dans le contexte de ces facteurs de risque.
Bon, ça, c'est au niveau pathologique. Par contre, au niveau clinique, le comportement, là aussi, est tout à fait spécifique, ou plutôt particulier. C'est des tumeurs qui, au niveau local, vont pas vraiment se présenter sous forme de masse. C'est plutôt des zones hétérogènes. Rappelez-vous, distorsion architecturale, c'est plutôt diffus. Donc, c'est ce qu'on appelle les aspects non-masse. Ce sont des tumeurs qui peuvent se présenter au diagnostic, je parle dans le stade localisé, comme des tumeurs qui sont multifocales, donc plusieurs foyers au sein d'un même cadran mammaire, ou bien multicentriques, plusieurs cadrans dans le même sein. Il y a aussi une proportion plus importante à des maladies bilatérales au diagnostic et une infiltration plus importante au niveau ganglionnaire. Ça rend en fait cet aspect du cancer lobulaire un peu hétérogène, ça rend le dépistage très compliqué parce que le dépistage est basé sur la mammographie et en mammographie, la sensibilité n'est vraiment pas bonne. Elle oscille entre, je pense, 30 et 50%. J'ai le chiffre dans mes feuilles. Par contre, à l'écho, à l'IRM, on arrive à rattraper en termes de sensibilité, mais ça ne fait pas partie, sauf pour les patientes à haut risque, des méthodes de dépistage. Elles ont aussi un comportement particulier lorsqu'elles sont en situation métastatique, ces cancers du sein lobulaire. Euh, Elles peuvent en fait, ces cellules, infiltrer les muqueuses, les sous-muqueuses, les conjonctives, les séreuses. Et donc, on a vraiment des maladies qui se comportent tout à fait différemment des autres cancers du sein avec la traditionnelle carcinomatose osseuse. Euh, elles, elles aiment bien en fait aller dans le tube digestif et ça peut partir vraiment du début de l'œsophage jusqu'au niveau anal. Ça peut être des infiltrations qui sont diffuses au sein d'un même organe, d'une même paroi, mais aussi multifocales avec plusieurs organes du système digestif qui sont atteintes. Il peut aussi toucher le tractus urogénital et notamment, ça peut donner des métastases ovariennes. Donc parfois, on a des gros ovaires et avec une maladie péritonéale, on se dit, bah, tiens, c'est cancer de l'ovaire, mais ça peut être un cancer du sein lobulaire avec une métastase intra-ovarienne. Au niveau du système nerveux central, les métastases sont moins fréquentes que dans les NST, mais il faut faire très attention parce qu'au niveau de la carcinomatose ménagée, là par contre, la proportion est plus importante. Les lobulaires aiment bien aller se mettre au niveau des méninges. Et je le rappelle, mais la carcinomatose ménagée, ça donne aussi des signes très aspécifiques, très fluctuants dans le temps. Et donc, il faut vraiment avoir ça en tête. En termes d'imagerie, là aussi, on n'est pas performant pour l'imagerie métastatique parce qu'elle ne capte pas bien au FDG, probablement parce que dans leur cycle cellulaire, elles utilisent moins le glucose, mais plus des acides aminés. C'est pour ça qu'il y a apparemment, je l'ai lu dans le papier de l'ESMO, un nouveau PET scanner avec un traceur qui est en fait un acide aminé artificiel qui est couplé avec une molécule radioactive qui est à l'étude et qui a l'air d'augmenter la sensibilité dans la détection des métastases pour les cancers du sein lobulaires. Une hypothèse aussi, c'est de faire une IRM corps entier qui est meilleure pour les tissus mous. Maintenant, c'est des techniques qui prennent du temps, qui sont coûteuses et qui ne sont pas accessibles dans tous les hôpitaux. Je pense que ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'une patiente avec un antécédent du cancer du sein localisé de type lobulaire et qui est en rémission, qui est en suivi, ben, il faut être très attentif dans le follow-up à l'apparition de manifestations digestives, même très peu spécifiques, des inconforts, un ballonnement, une perte de poids inexpliquée. Parce que les cancers du sein lobulaire, comme je l'ai dit, infiltrent, je vais dire, le tube digestif, mais peuvent aussi de par leur bas grade, leur faible indice de prolifération, donner des rechutes tardives, au-delà de 10 ans après le diagnostic initial. Donc, il faut vraiment être attentif. On a eu pas mal, ces derniers mois, on a eu 2 ou 3 cas, même 4, de patientes comme ça qui étaient en suivi depuis plusieurs années et puis qui développent des troubles de déglutition avec des problèmes de mobilité œsophagienne ou des grosses nausées, des carcinomatoses péritonéales des années après leur diagnostic. Et on a pu confirmer le cancer du sein lobulaire. La gastroscopie, c'est pas parce qu'au niveau macroscopique, on ne voit rien qu'elle sera négative. Donc, il faut bien dire aux gastroentérologues de faire, ils le font hein, en général, mais puis les plaintes, ils font des biopsies multiples. Mais c'est important parce qu'au niveau macroscopique, on ne voit pas grand-chose. Et puis, on se rend compte en fait que tout l'estomac est infiltré par des cellules néoplasiques. C'est c'est juste un petit peu pour se remettre dans la vraie vie, parce que maintenant, je me remémore mieux les détails.
Donc, en fait, j'envoie à la patiente sa demande de PET scan et j'envoie une demande de prise de sang qui était une prise de sang standard avec IgG4. Et puis, je la vois en consultation. Et donc là, il n'y avait quasi pas de syndrome inflammatoire sur sa première prise de sang, mais qui avait été faite même pas une Il n'y avait pas du semaine tout de avant. syndrome inflammatoire. Et donc, et puis je vois le PET scan. Et au PET scan, moi, ce qui m'avait interpellé, pour ça que je voulais te relancer là-dessus, c'est que d'une part, je m'attendais à voir cette fibrose qui captait fort dans l'idée initiale de dire, mais voilà, ça va être IgG4. Ça captait Ah. quasi pas, Mhm. quasi pas. En revanche, il y avait une captation que je ne m'expliquais pas bien au niveau du côlon, d'autant plus qu'elle avait eu une colo finalement suffisamment récente, et surtout qu'il y avait des lésions osseuses ostéocondensantes. Et en fait, c'est sur cette base-là que j'ai demandé le CA15-3. C'était plus sur l'idée de voir quelque chose d'ostéocondensant et d'augmenter un peu la probabilité que ça pourrait malgré tout venir d'un sein. Alors, dans ta liste, tu n'as pas reparlé des os. Oui, c'est C'est vrai. Mais effectivement, c'était pour marquer le coup parce que des carcinomatoses osseuses dans les cancers du sein, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fréquent, mais le comportement effectivement est différent. C'est vraiment des lésions ostéocondensantes assez sclérotiques, cicatricielles, ce qui explique en fait aussi le manque d'activité au PET scanner. Oui, effectivement. Oui. Euh, Hop, je vous fais juste, je ne sais pas si on sait très bien lire, mais c'est une dia qui est un peu plus spécifique. Elle est reprise des guidelines de l'ESMO. C'est simplement pour attirer l'attention sur les différences en termes de traitement entre les cancers du sein qu'on a l'habitude de traiter, les NST, et puis cette population plus spécifique qu'on appelle le lobulaire. En fait, dans les études et dans la décision et les arbres thérapeutiques, on ne fait pas la différence entre un lobulaire et un ST pour le traitement. On se base en fait sur les facteurs histopronostiques, l'hormonosensibilité, la surexpression HER2 ou le triple négatif. C'est ça en fait qui guide le traitement. Mais il y a quand même visiblement des petites différences en termes de réponse et notamment au niveau de la chimiothérapie. C'est juste ici la deuxième colonne. En situation métastatique, la chimiothérapie semble être efficace des deux côtés, mais en situation néoadjuvante, quand c'est nécessaire, on se rend compte qu'il y a très peu de réponses pathologiques complètes, donc une faible sensibilité à la chimiothérapie néoadjuvante. Et ce sont des patientes qui vont bénéficier, dans la plupart des cas, vu qu'elles sont généralement hormonosensibles, ces tumeurs, d'hormonothérapie adjuvante. Et là, les auteurs ont quand même l'air d'indiquer qu'il y a un intérêt. Évidemment, ça dépend des facteurs de risque cliniques au diagnostic, mais à pousser l'hormonothérapie un peu plus longtemps justement pour essayer de rattraper ces patientes qui ont un risque de rechute tardive, en sachant que cette maladie est vraiment hormonosensible dans plus de 90% des cas. Juste un petit mot sur le statut mutationnel. C'est des tumeurs qui ont l'air d'avoir un petit peu plus de mutations et donc probablement un environnement humain plus important. C'est le fameux TMB, Tumor Mutational Burden, qui peut être calculé en NGS. Et ça donnerait, c'est encore à l'étude et c'est pas du tout des guidelines actuelles, mais peut-être une petite idée sur le pouvoir de l'immunothérapie dans ces maladies lobulaires, en sachant que dans les cancers du sein hormonosensibles, l'immunothérapie n'est pas indiquée parce qu'elle ne fonctionne pas. Euh, le traitement des cancers du sein hormonosensibles en situation métastatique, il a quand même changé ces dernières années. Il est basé évidemment sur une hormonothérapie, un inhibiteur de l'aromatase dans ce cas-ci et les CDK4/6 inhibiteurs, qui sont des inhibiteurs de cycline qui entrent dans le cycle cellulaire et qui entraînent en fait plutôt un état de sénescence et puis une mort cellulaire. Ces traitements-là, il y en a trois grands et trois validés et remboursés en Belgique. C'est le ribociclib, le palbociclib et l'abemaciclib, donc des cyclibes, pour dire ça. Et alors, ils ont vraiment révolutionné je veux dire, la prise en charge des cancers du sein hormonosensibles métastatiques, puisqu'ils ont tous amélioré la PFS en moyenne 25 mois. Et pour deux d'entre eux, ils ont un impact significatif sur la survie globale, l'OS.
Et alors, le choix qu'on a fait pour cette patiente, on va y revenir, c'est le ribociclib, parce qu'il donne un peu moins de diarrhée et de troubles digestifs que l'abémaciclib, qui est l'autre ciclib qui augmente la survie. C'est vrai que c'est une patiente jeune enfin jeune, pas jeune, pardon, 70 ans, mais qui est en bon état général, en bonne forme. Et donc, on a envie qu'elle bénéficie en survie globale et pas que en PFS. Les effets secondaires, juste pour retenir, mais ils sont d'ordre hématologique avec une neutropénie qui peut être importante. Elle est liée en fait à un stop dans le processus de maturation de la lignée myéloïde au niveau médulaire. Et c'est pour ça que dans le ribociclib, on donne 3 semaines de traitement et puis une semaine de pause. C'est pour permettre à la moelle de régénérer et de ne pas avoir des neutropénies trop prolongées. Et les deux petits nombres là qui sont entourés, c'est pour montrer le gain en OS. On atteint en fait des survies moyennes qui sont au-delà de 5 ans en situation métastatique en première ligne. Donc ça a quand même fortement changé le pronostic de ces patientes. Et donc, c'est ce qu'on a fait chez cette patiente-là. On l'a mis en mars 2025, donc c'est tout récent, sous létrozole, un inhibiteur de l'aromatase, le ribociclib et du XGEVA, puisqu'elle avait des métastases osseuses. Et on l'a vu après un cycle de traitement, donc 3 semaines de cyclib et un mois et demi de létrozole. On avait commencé le létrozole un peu plus tôt. Et en fait, elle va beaucoup mieux. Elle a repris du poids, elle a retrouvé l'appétit, son ventre est beaucoup plus souple, elle garde un petit empattement épigastrique. On a parfait de gastroscopie. C'est possible qu'elle ait quand même une infiltration et qu'on n'a pas fait la biopsie au bon endroit. Ça peut aussi être de la fibrose rétropéritonéale simplement qui donne ces plaintes-là. Mais elle arrive à manger. Elle a un transit qui est normalisé. Elle avait vraiment des bruits métalliques. Probablement qu'on a sous-estimé l'étendue de la maladie avec le PET scanner, hein. Je pense que si on allait en laparoscopie exploratrice, c'est ce qu'on avait dit. Si la biopsie mammaire est négative, on ira voir dans le ventre et on ira faire des prélèvements là-bas. Mais elle a probablement une carcinomatose péritonéale, mais elle va beaucoup mieux. Et je mets une photo de la Guadeloupe et d'un voilier parce qu'elle est sur un voilier pour le moment avec son traitement par la bouche. Elle est partie une semaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait différent dans l'image qu'on a des patientes avec un cancer du sein métastatique et une situation qui était très limite au mois de décembre où elle a perdu du poids, elle n'était pas bien. Ben maintenant, elle est sur un bateau dans les Caraïbes et elle va bien. Voilà. Mais, Ah, mais, attendez, ma conclusion. ah, Sur la veille, je me suis emballé parce que j'ai vu la photo du voilier et je me suis dit, il faut que je parte en vacances. Mais en fait, il y a une petite conclusion, mais je pense que j'ai déjà insisté, mais la fibrose rétropéritonéale, c'est pas très fréquent, mais il faut y penser. Il faut y penser pour des symptômes qui, comme ça, surviennent sur plusieurs mois, qui sont pas très spécifiques. Si on a une hydronéphrose qu'on n'explique pas. Et surtout, il faut y penser parce qu'il faut rechercher ces formes secondaires et notamment les causes oncologiques, parce que le traitement évidemment est différent. Ce n'est pas des corticoïdes ou des immunosuppresseurs, c'est des traitements spécifiques de la maladie oncologique. Et pour le cancer du sein lobulaire, retenez que tant au niveau local qu'au niveau métastatique, son comportement est tout à fait particulier, avec une infiltration souvent digestive dans les maladies métastatiques. Cancer du sein lobulaire dans les antécédents, même il y a 15 ans, et troubles digestifs, il faut écouter la patiente, il faut l'examiner et il faut l'adresser, notamment pour une gastroscopie si les plaintes sont plutôt digestives hautes. Le PET scanner, s'il n'est pas très parlant, il ne faut pas se dire qu'il n'y a rien. Si la patiente a toujours des plaintes et que son état général se dégrade, il faut aller plus loin pour la mise au point et retenir que ce sont des maladies très hormonosensibles et qu'avec nos CDK4/6 inhibiteurs et nos hormonothérapies, on améliore grandement leur pronostic. Merci. merci. Alors, question, commentaire. Ah, Mais juste une petite remarque pour le côté de la fibrose rétropéritonéale, indépendamment du coup du côté secondaire lié à un néo. C'est vrai que dans les formes idiopathiques, on utilise quand même du tamoxifène Oui. dans certains cas, donc c'est qu'il y a quand même un degré de J'ai lu sensibilité ça hormonale. et le tamoxifène il est surtout utilisé pour des propriétés antifibrosantes, Ouais. antifibrotiques et moins pour ce côté hormonal en fait. Oui. Félicitations, Louis. Très Merci. bien présenté. C'est juste pour complémenter ton cas parce que j'ai eu un cas abordé il y a 4 ans, une patiente qui était prise en charge à Delta et qui a été transférée pour l'onco là-bas.
récidive au niveau ménager. Et en fait, cette dame s'est présentée en médecin traitant avec des douleurs lombaires. Et on a traîné parce qu'elle avait une lésion osseuse osteo-condensante aussi. Et elle n'était pas prise en charge. Et donc, elle commence à avoir des hypoesthésies. Et donc, finalement, elle rentre ici. Elle est une patiente abordée, mais qui vient aux urgences de Delta. Elle est hospitalisée en médecine interne, en gériatrie, je ne sais pas. Et donc, on fait en PL et elle avait en fait, un récidive au niveau ménager. Et cette dame, bon, avec une récidive ménagée, à l'époque, on commençait à utiliser l'abemaciclib. Il n'était même pas encore approuvé. On a obtenu un usage compassionnel et elle a resté 4 ans avec une vie J'allais dire, c'est normale pas les CDK4/6 dans ces maladies avec ménagères. l'hormonothérapie. Avec l'hormonothérapie, et après, bon, elle a évolué au niveau osseux. Et donc, mais c'est pour dire que, en fait, malgré le pronostic réservé d'une carcinomatose ménagée, voilà, elle a eu une qualité de vie excellente pendant 4 ans. Parce qu'on se dit c'est 3 mois et la patiente va mourir dans 3 mois. Mais ça vaut la peine. Donc, moi, je voudrais quand même revenir sur la fibrose rétropéritonéale, parce que finalement, c'est un petit peu le sujet. C'était un lobulaire. Alors, tout à fait. Mais la Et donc, fibrose rétropéritonéale. alors, donc, le point, c'est que, est-ce que tu penses que toute cette lésion englobant l'urtère, c'était toutes des cellules néoplasiques ou c'est le comportement particulier de ce type de tumeur qui provoque une réaction inflammatoire particulière? Bon, un petit peu comme tu signalais au niveau osseux, il y a un truc d'emblée cicatriciel, voilà, et qui donne quelque chose d'ostéocondensant. Et donc, est-ce qu'il y a la place néanmoins pour un peu de cortisone pour améliorer la compression des urtères? Mais je pense qu'on va le savoir quand elle va avoir un bilan prochainement, probablement au mois de juin, après 2 ou 3 cycles de traitement. Si l'hydronéphrose disparaît, que la situation au niveau rétropéritonéal semble aller vers un mieux, on se dit que la majorité de ce qui se passait là-bas était vraiment des cellules néoplasiques qui sont détruites par le traitement. Mais s'il reste une hydronéphrose qu'on n'arrive pas à gérer, malgré que toute la maladie répond ailleurs, et qui reste cet état un peu fibrotique cicatriciel, on se dira qu'il y a eu le temps pour une maladie plutôt fibreuse et non active, et qui sera séquelaire en fait. Et peut-être qu'elle va devoir garder sa sonde Gigi. On lui a refait une échographie quand on l'a vu au mois d'avril. Il n'y a pas encore de modification. Le rein est toujours fort dilaté malgré la sonde Gigi en place. On verra, je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps. Heureusement, elle n'a pas de répercussions sur sa fonction rénale. Donc, pour le moment, on n'est pas dans une situation où on met des corticoïdes parce qu'elle va mieux. Elle va mieux cliniquement. Les facteurs de risque sont l'exposition aux hormones, mais la prédisposition génétique dans cette forme de tumeur, est-ce qu'elle joue? Il y a moins de BRCA mutés dans les lobulaires que dans les NST. Maintenant, il y a toujours la question de la maladie génétique et puis tout je vais dire, un continuum de gènes qui ne sont pas identifiés comme pathogènes, mais qui peuvent quand même entrer en compte dans la carcinogénèse. Et je pense qu'une dame avec autant d'antécédents familiaux, on ne lui a pas fait, mais j'en discuterai avec le professeur Awada. Elle a 70 ans, elle n'était pas forcément dans les critères pour faire une analyse génétique, mais vu l'histoire, peut-être qu'on le fera, ça je ne sais pas. Elle a peut-être des enfants. Oui. Je ne pense pas qu'elle ait des enfants, je pense qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais oui, effectivement, c'est important. Oui, tout à fait. Mais il y a moins de BRCA dans les lobulaires que dans les... Et aussi l'espérance. Attends. Oui. Je dis, pour les âgés, c'est surtout l'espérance de vie, en fait. C'est pour ça que les tests ne sont pas remboursés parfois, parce qu'il doit toujours prendre la décision de le faire. Est-ce qu'il y a un impact sur la survie du patient, en fait? Parce qu'en soi, je veux dire, c'est une patiente de 70 ans exposée à des traitements, à des hormones qui développent un cancer du sein. Bon, donc on ne s'attend pas, ce n'est pas la patiente de 27 ans qui développe un cancer du sein et chez qui il faut absolument faire un testing génétique. Mais l'histoire familiale peut-être nous fera le faire. Ouais. Bon, ta diade conclusion, je trouve vraiment très bien par rapport au message à emporter avec nous. Donc, voilà, le jour même, je reçois le fait qu'elle a son CA15-3 qui est augmenté, ce truc dans le côlon, je ne comprends pas bien. Donc, je téléphone à professeur Awada, et puis il dit, ben oui, elle a un cancer du sein lobulaire. Bon, ça, c'est assez clair. Mais donc, voilà. Mais donc,
je trouve que c'est assez intéressant du chemin. Bon, j'y serais sans doute arrivé au bout d'un certain temps, mais lui, c'était immédiat. Et c'était immédiat, bon, d'une part parce que bon, il connaissait l'affaire, mais aussi par rapport à la spécificité de la présentation, en particulier cette affaire euh, colique que je comprenais pas bien. D'ailleurs, au départ, j'avais prévu une colono qu'on a Ça a été un finalement. débat à la com Oui, parce enfin, que par contre, cette lésion, elle est très hypermétabolique, contrairement au reste. oui, oui. Et donc, ça a été une discussion, est-ce qu'on doit aller en colono ou pas? Maintenant, on s'est dit qu'elle avait eu un bilan. C'était pas une colono endoscopique, c'était une colono scanner, parce qu'elle a un dolicho-côlon, et donc c'est très compliqué pour eux d'aller voir l'ensemble du côlon. Mais voilà, on s'est dit que ça avait l'air de rester localisé. Tout le reste collait avec le cancer du sein. Ça peut donner des infiltrations muqueuses. Donc, on s'est dit, au PET scanner, on va refaire un PET scanner. Mais on a et le scanner corps entier dans ce cas-là et le FDG. Mais elle aura un PET scanner effectivement dans son follow-up. Si ça tape toujours, là, on ira plus loin effectivement. Et Pour est-ce la que, mise au point de son. oui, de mais ses- et donc, est-ce que le comportement de ces cellules, d'un point de vue métabolique, peut se modifier lorsqu'elles se retrouvent dans un autre site? Parce que je dis, bon, qu'il y aurait éventuellement une réaction inflammatoire locale différente au Ouais, moment où on c'est se trouve possible. au niveau de la muqueuse, etc. En fait, pour nous, en oncologie, c'est très compliqué le suivi de ces patients, en fait. Parce que ici, tu as encore le marqueur qui va t'aider. Mais moi, j'ai eu l'autre cas, hein, des cas qu'on a eu cette semaine. Il y a pas de Elle a marqueur. juste eu un épaississement au niveau pariétal. Un antécédent de cancer canalaire, guéri, en guérison, en rémission. Et alors, elle fait en récidive parce qu'elle avait des gènes abdominales. Et on fait en fait un scanner qui montre épaississement pariétal. La gastroscopie normale, on a biopsié, il avait des cellules cancer lobulaire, compatibles avec le cancer lobulaire. Ce n'était pas l'estomac. Et en fait, cette patiente, c'est difficile à suivre parce que le PET est négatif, elle n'a pas de marqueur, elle a juste un scanner qui montre épaississement pariétal. Et elle est super bien, elle a perdu 2-3 kilos, mais elle a cette gène au niveau. Voilà, donc c'est vraiment compliqué, c'est pas facile, hein. Mais si pour ton cas, je pense que le marqueur va t'aider. Et l'état général du patient aussi, c'est quand même important. Même si on aime bien prouver la réponse, mais elle va beaucoup mieux. OK. Ah, Mathieu. Je pense qu'on dit que malheureusement, le marqueur n'est pas un bon test de dépistage. Est-ce Mais que là, pour oui. ce type histologique-là, il y a quelque chose qui change? Non, non. Mais on a bien fait de le faire. J'ai une petite remarque. On m'entend? Oui. Oui, bonjour. Je suis pathologiste. Ah, Donc, super. Oui. C'est pas grave. oui, ça arrive, hein. J'espère que j'ai pas massacré. Non, non, mais donc justement, je voulais enfin, voilà, vous féliciter quand même parce que la partie à l'impact était plutôt pas mal pour un clinicien. Merci. Donc voilà. Mais donc, juste, oui, au niveau des facteurs de risque, effectivement, traitement hormonal de substitution. Alors, la consommation d'alcool, alors je sais bien qu'en Belgique, elle est un petit peu de manière basique, mais elle fait partie des facteurs de risque. On rencontre souvent, nous, à la com, des lésions de carcinome lobulaire qui sont très peu PET scan positives, hein, et donc même dans les ganglions qui captent pas, même au niveau de la masse, et les ganglions sont totalement envahis. Donc ça, c'est vrai que c'est un marqueur qui peut pas vraiment être suivi par rapport à ça. Et il faut savoir aussi qu'il y a les lobulaires, donc la grande majorité, comme la patiente présente, sont des classiques, mais il y a des carcinomes lobulaires invasifs pléiomorphes, qui sont de plus haut grade et qui sont beaucoup plus agressifs. Et donc, c'est quand même une deuxième classe de lobulaire qui est un peu à part. Et donc, bon, mis à part des NST, effectivement, on ne fait pas beaucoup la différence entre les NST et les lobulaires, mais malgré tout, en termes de comportement, ce sont des métastases qui vont arriver plus tardivement. Donc, grosso modo, avec un NST, quand on est traité guéri, on peut être tranquille, avec un lobulaire, on ne peut jamais être tranquille, même si on a passé le plus gros au niveau du traitement oncologique. Et donc, avec des sites métastatiques effectivement différents. Mais bravo. OK, Merci. merci pour le commentaire. Ben, peut-être dernier petit point. Présentation sous forme de fibrose rétropéritonéale. Il y a beaucoup de cas rapportés, pour insister sur l'aspect muqueux, ça a été rappelé.
mais sous forme de fibrose rétropéritonéale. Alors, mon expérience oncologique n'est pas encore OK. de 30 ans, mais dans les papiers sur la fibrose rétropéritonéale, quand ils parlent des formes secondaires et qu'ils abordent le thème du cancer, bon, j'ai fait 4-5 papiers des revues. Il n'y en a que un qui mentionne le cancer du sein. Les autres parlent plutôt de lymphome, de sarcome et de cancer digestif. Voilà. Mais, Non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas beaucoup de cas. Et alors, juste pour un commentaire pour la demande des marqueurs d'emblée pour les patients qui sont pas. Je pense qu'il faut considérer les antécédents. En fait, si le patient a un antécédent de cancer, on peut demander des marqueurs parce qu'on peut toujours suspecter d'un récidive de cancer. Donc, c'est un autre contexte. Demander les marqueurs pour les patients qui n'ont pas de cancer, c'est une chose qui est questionnable, n'a pas de bénéfice. Mais pour le patient avec un antécédent, je suis tout à fait à faveur de demander dans ces contextes-là. Et l'autre chose, c'est que... maintenant, j'ai oublié que je vais parler. J'ai oublié. tu me le diras. Oui, oui, non, enfin, je suis d'accord, hein. Donc, le nombre de marqueurs qu'on demande à tort, donc on ne diagnostique pas un cancer avec des marqueurs, ça vaut la peine d'être rappelé. Mais non, si j'ai demandé le marqueur, c'est parce qu'il y avait il y avait des lésions osteocondensantes. C'est ça qui m'a Vous aviez poussé à déjà le demander le PCR. marqueur. Et donc c'est différent de dire pas de marqueur dans un contexte de dépistage, il n'y a pas de point d'appel, mais dès qu'il y a quelque chose de tumoral, alors ça devient légitime parce que ça peut quand même mettre la piste sur l'un ou l'autre type de cancer en fonction du marqueur. Je pense qu'il a quitté. Il est là? Xavier? Non, il est déjà déconnecté. Si, je suis Docteur là. Cato. Ah, voilà. Ah oui, c'est une question peut-être, Xavier. Est-ce qu'il y a une corrélation d'avoir ces genres de présentation de lobulaire en fonction de l'âge de patient? Ou tu penses que ça pourrait plutôt être lié à la thérapie hormonale substitutive? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la pathologie, au niveau épidémiologique? Donc, en principe, les patientes qui ont un carcinobulaire invasif sont des patients qui sont plus âgés par rapport aux NST. Il y a elle a un facteur de risque supplémentaire avec le traitement hormonal de substitution ici. Mais entre le NST et le lobulaire par rapport au traitement hormonal de substitution, je ne pense pas qu'il y a vraiment une différence parce enfin, voilà, c'est quand même deux types de cancers qui sont souvent hormonodépendants. OK, Et je pense, ben, je pense donc elle est sous hormonothérapie, alors c'est ça? Elle est sous Femara et Ribociclib, oui. Donc, je pense qu'au niveau de son hydronéphrose, si la tumeur répond bien à l'hormonothérapie, elle a quand même de l'espoir à avoir une libération. Parce que je pense qu'il n'y a pas que de la fibrose, il y a toujours une réaction desmoplasique autour myofibroblastique, mais que quand elle répond, on a quand même une réaction inflammatoire qui se fait, et entre guillemets, un peu un amollissement, un ramollissement un petit peu de cette zone qui ne va pas totalement disparaître, ça c'est sûr. Mais si elle répond bien, je pense qu'il y a un espoir que ça se lève naturellement. Merci. OK. Eh bien, merci. Merci pour l'exposé, merci pour les commentaires.